Radio J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadjar. François Gemène, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, enseignant à Sciences Po et chercheur à l'Université de Liège. Est-ce que les épisodes caniculaires auxquels nous avons assisté cette semaine correspondent finalement à ce qu'annonçaient les différents et récents rapports du GIEC dont, je rappelle, vous êtes membre, ou est-ce que vous avez été finalement un petit peu surpris par l'intensité mais aussi par l'étalement de ces phénomènes climatiques sur de nombreux points du territoire français, notamment en Gironde ? Malheureusement, je n'ai pas été surpris du tout, parce que ces phénomènes de canicule correspondent exactement à ce qui avait été prévu dans les projections des modèles climatiques, et notamment ceux utilisés par le GIEC. Et donc, nous voyons chaque semaine, désormais, la confirmation empirique de ce que les modèles avaient prévu. Et donc, ça veut dire combien de temps ? Depuis 5 ans, 10 ans ? Depuis même au-delà, depuis même facilement 20 ans. Le premier rapport du GIEC, c'est 1990, donc ça fait maintenant 32 ans. Alors évidemment, les modèles se sont affinés au fil du temps, mais nous voyons effectivement exactement ce que les modèles avaient prédit. Et le problème, c'est que nous n'en sommes encore qu'au tout début, c'est-à-dire que les températures extrêmes que nous venons de connaître ces derniers jours, ces dernières semaines, sont appelées à devenir la normale dans les prochaines décennies. Alors justement, les températures, on le sait, ont dépassé localement les 42 degrés cette semaine, des vagues de chaleur qui se répètent dans le temps avec une fréquence à la hausse. Est-ce que cet été risque paradoxalement d'être l'un des plus frais de ces 20 prochaines années ? Exactement. C'est-à-dire que chaque année, nous battons des records de chaleur, mais ces records sont amenés à être battus en permanence. Et donc, l'été actuel sera sans doute un été parmi les plus frais des 20 ou 30 dernières années, alors qu'il nous paraît, pour l'heure, exceptionnellement chaud. Donc en Californie, en Irak, en Iran ou encore en Algérie, le thermomètre atteint parfois les 50 degrés. 50 degrés à Paris dans 20 ans, c'est possible ? On ne peut pas du tout exclure que le thermomètre atteigne la barre des 50 degrés épisodiquement pendant quelques jours. Alors, il ne fera pas, évidemment, 50 degrés tout l'été, mais on ne peut pas du tout exclure que la barre des 50 degrés soit atteinte à Paris ou en France d'ici 20 ou 30 ans. Est-ce qu'il y a des territoires en France qui seraient particulièrement touchés ? On évoquait Paris, mais évidemment, ce ne sera pas le seul. En gros, toutes les grandes villes sont particulièrement touchées parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire que les villes emprisonnent énormément de chaleur parce qu'il y a moins de circulation d'air, parce que le goudron absorbe la chaleur, et donc c'est un énorme défi pour les villes en termes de végétalisation, en termes de débétonisation ou de dégoudronisation. Il y a plein de choses à faire dans les villes, y compris en termes d'architecture aussi, en termes de rénovation des logements, mais il faudra aussi sans doute peindre certains bâtiments en blanc ou certaines toitures en blanc de manière c'est fait notamment au Maghreb. Comme on le fait au Maghreb, comme on le fait en Grèce, comme on le fait dans tous les pays méditerranéens, parce que simplement l'effet d'albédo, qui est donc un phénomène physique bien connu, fait que les couleurs claires renvoient la chaleur du soleil, tandis que les couleurs sombres l'absorbent. C'est pour ça que généralement on porte des vêtements plus clairs en été, plus sombres en hiver. Alors quelles devraient être les priorités finalement de ces grandes municipalités ? Je rappelle, pour faire suite à ce que vous disiez, les projections de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre quasiment les 10 milliards en 2050 avec un phénomène de concentration autour des grandes métropoles. Les priorités, c'est quoi ? C'est le logement d'abord peut-être ? La priorité des priorités, en tout cas en France, c'est à mon avis un plan majeur, très ambitieux de rénovation énergétique des logements. C'est un plan qui coche absolument toutes les cases. C'est un plan qui est bon pour le climat. C'est un plan qui est bon pour l'adaptation aux impacts du changement climatique. C'est un plan qui est bon pour le pouvoir d'achat parce que ça réduit la facture énergétique des ménages. C'est un plan qui est bon pour l'emploi parce que ça permet de créer des emplois non délocalisables. C'est un plan qui est aussi bon pour la croissance parce que c'est des investissements d'avenir. Je ne comprends pas à l'heure actuelle pourquoi le gouvernement ne met pas en place un grand plan de rénovation énergétique des logements pour les familles les plus précaires qui habitent dans des logements dont elles ne sont pas propriétaires. Les logements sont souvent des passoires énergétiques en hiver qui leur font des factures énergétiques impossibles à payer. Dans un contexte de très forte tension énergétique. Dans un contexte de très forte tension énergétique et des fours en été. Et donc vraiment, je ne comprends pas pour ce qui nous empêche véritablement de lancer ce grand plan d'investissement pour l'avenir. Vous n'avez pas quelques idées, quelques hypothèses ? Honnêtement, la seule hypothèse que je vois pour le moment, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre dans le BTP. Et que s'il fallait mettre en œuvre ce grand plan, ça voudrait dire qu'il faudrait faire recours massivement à des travailleurs immigrés. Un maçon sur 3 en France est d'origine étrangère. Et la France a un tel blocage idéologique
vis-à-vis de ces questions d'immigration et vis-à-vis des travailleurs étrangers que je pense que c'est un des éléments de blocage. C'est sans doute pas le seul, mais c'est à mon avis un des principaux et c'est strictement idéologique. Alors Emmanuel Macron a annoncé cette semaine un grand plan national pour la forêt depuis la Gironde. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs publics et l'exécutif en premier lieu ont pris la mesure de la situation? Gouverner, dit-on, c'est choisir, mais c'est aussi prévoir. C'est surtout prévoir. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment pris la mesure de la situation aujourd'hui. On n'a pas encore vraiment pris la mesure de notre vulnérabilité par rapport aux impacts du changement climatique. Malgré les images ? Malgré les images. Quand on regarde l'état du débat sur le changement climatique ou sur le climat dans notre pays, c'est encore un débat qui reste centré sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et pas encore du tout sur l'adaptation. Je crois que nous n'avons pas encore vraiment pris pleinement conscience de notre vulnérabilité et donc de la nécessité de nous adapter aux impacts du changement climatique qui vont devenir la normalité. On ne peut plus considérer ces événements comme exceptionnels. Et qu'est-ce qui pourrait faire changer ou en tout cas faire accélérer la donne du côté des pouvoirs publics ? Je dirais un peu d'humilité, accepter notre vulnérabilité, accepter que nous avons énormément de leçons à prendre de la part des pays du Sud qui très souvent sont beaucoup plus en avance que nous sur les questions d'adaptation parce qu'ils ont réalisé... Le Bangladesh, par exemple, a un ministère des catastrophes naturelles depuis au moins 20 ou 30 ans. Le Bangladesh est un des leaders de l'adaptation en ce qui concerne l'évacuation des populations, par exemple. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait apprendre des pays du Sud, et pas seulement du Bangladesh. On a parlé de l'architecture méditerranéenne, des pays du Maghreb ou de la Grèce. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre aussi en termes d'architecture. Alors nos auditeurs se posent certainement la question en vous écoutant, François Gémen, qu'est-ce que je peux faire au quotidien face à ce dérèglement climatique? Et surtout, est-ce que ça serait utile? Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai envie de leur dire, il ne faut pas seulement poser la question en termes du « je », il faut poser la question en termes du « nous ». Il y a bien sûr des questions, des choses que chacun peut faire de son côté individuellement. J'imagine que la plupart des auditeurs connaissent quelques gestes pour réduire leur empreinte carbone, utiliser davantage les transports en commun plutôt que leur véhicule personnel, manger des fruits et légumes de saison, etc. Tout ça est bien, tout ça est important et je ne veux pas du tout minimiser, mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, en tant que citoyens. Et c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons peser sur les choix collectifs. Les choix collectifs que fait le gouvernement, évidemment, mais aussi les choix collectifs que font les banques, que font les entreprises, etc. Pour beaucoup de Français, sans le savoir, le gros de leur empreinte carbone, par exemple, se situe dans leur épargne. Parce que pour peu qu'on ait un produit d'épargne de base, type une assurance vie ou un plan d'épargne logement, dans une des grandes banques françaises, ça veut dire qu'on finance à son insu des projets d'énergie fossile. Et je pense que beaucoup de nos éditeurs qui ont une assurance vie ou un plan d'épargne logement sont très surpris d'apprendre qu'ils financent, sans le savoir, des projets d'exploration pétrolière ou des projets gaziers à l'autre bout du monde. Donc il faudrait être plus regardant notamment sur nos engagements banquiers. Il faut être plus regardant de la part des épargnants et plus transparent de la part des banques. Alors je le disais, vous êtes spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Ces épisodes de crise climatique un peu partout dans le monde mettent sous tension, parfois tension intense, les populations pauvres ou très dépendantes économiquement de l'agriculture. Quelles seront les conséquences géopolitiques de ces grands phénomènes climatiques? Il y en aura énormément. C'est à la fois des conséquences géopolitiques en termes de sécurité, de paix et de stabilité. On sait aujourd'hui que le changement climatique est un facteur majeur de la déstabilisation de certaines régions. Si on a une recrudescence du djihadisme et du terrorisme au Sahel, c'est avant tout parce qu'il y a un problème de compétition des terres et de raréfaction pour le contrôle des ressources. Et on a des bandes armées liées à des groupes terroristes qui vont s'affirmer comme les protecteurs de certaines terres et donc de certaines populations. On a aussi un enjeu de migration considérable. En 2021, c'est quasiment 24 millions de personnes qui ont été déplacées par des événements climatiques extrêmes, des inondations, des sécheresses ou des cyclones. À ça s'ajoutent tous ceux qui sont déplacés par la dégradation des terres ou la hausse du niveau de la mer. C'est donc aujourd'hui un facteur majeur de migration et de déplacement à travers le monde et on sait évidemment les conséquences géopolitiques de ces questions migratoires. Et puis il y a un enjeu au-delà de redéfinition des territoires et de ce qu'est la souveraineté territoriale. Littéralement, nos cartes de géographie vont être redessinées par la hausse du niveau des mers. Certains pays vont perdre des superficies tout à fait importantes. Potentiellement, certains États insulaires vont être carrément submergés. Les cartes de géographie que nous connaissions vont être complètement redéfinies, ce qui remet en cause aussi des concepts comme celui de la souveraineté territoriale, du lien entre l'État et
le territoire, toute une série de fondements de l'ordre international que nous connaissons aujourd'hui vont être complètement transformées. En quelque sorte, les cartes vont être complètement rebattues et pas seulement les cartes de géographie. Merci beaucoup François Gemène d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes notamment professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. On peut réécouter votre intervention sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. À très bientôt.